Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC de la semaine des ambassadeurs. Aujourd'hui, 3 questions à Didier Brousse. Il est directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère. Ce militaire de carrière est un homme d'action. Il a accepté de répondre à nos questions. Alors, il y a eu beaucoup d'événements marquants cette année dans notre travail, mais celui que je retiendrai, c'est la relation, c'est le travail avec nos entreprises du secteur de la sécurité, notamment lors de la tenue de notre séminaire Coopérant entreprises de juin dernier, en liaison avec la direction des entreprises du département. Ce séminaire a mis en exergue le besoin croissant pour nos entreprises d'information et d'appui dans la conquête de marché et ou dans la vente d'équipements et le soutien à l'exportation. Notre réseau de coopérants, implanté au cœur des systèmes de nos partenaires, est un relais indéniable et précieux qui permet d'anticiper et d'identifier des marchés potentiels au profit de nos entreprises. Cette relation entre la DCSD et les entreprises du secteur de la sécurité met également en exergue l'importance des sociétés de services françaises qui peuvent compléter l'action régalienne pour peu que nos actions respectives soient déconflictées dès le départ, en amont. Ce faisant, la DCSD, et c'est mon sentiment, participe à l'effet collectif et s'inscrit bien dans les priorités du Quai d'Orsay pour le renforcement de la compétitivité de notre économie. Le chiffre à retenir est le chiffre de 320 concernant ma direction. Alors, je dis d'emblée que c'est un chiffre trop petit au vu de l'étendue de la tâche. Alors, pourquoi est-il trop petit? Parce que 320, c'est le nombre de coopérants déployés par la DCSD dans une soixantaine de pays alliés, même si notre direction travaille avec 150 pays. 320 coopérants, c'est un réseau d'experts reconnus et courtisés par les missions étrangères et européennes qui le souhaitent pour faciliter également leur action et leur engagement. C'est également une force de frappe et d'influence au cœur des systèmes gouvernementaux de nos partenaires, alors souvent des clés de décodage ou des portes d'entrée au service de nos ambassadeurs. Enfin, c'est un réseau en évolution constante qui s'adapte aux tendances sécuritaires marquées par un accroissement du retour de nos partenaires en sécurité intérieure, peut-être au détriment d'ailleurs du renforcement des seules capacités de défense. Ce sont également des coopérants qui gagnent en technicité sur des thématiques liées aux thématiques nouvelles comme les forces spéciales, le renseignement et surtout la cybersécurité. Ces coopérants, au nombre de 320, font un travail formidable sous l'autorité de nos ambassadeurs et je profite d'ailleurs de cette interview pour les remercier chaleureusement de l'emploi de ces coopérants. Pour la DCSD, il s'agit tout d'abord de compléter l'effort de nos armées en appuyant la montée en puissance de la force du G5 Sahel et de son action dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'enjeu est pour nous de rendre opérationnelle cette force africaine au plus vite, afin qu'elle puisse s'engager efficacement dans la lutte contre le terrorisme, au bénéfice tout d'abord de nos partenaires et au bénéfice de notre pays, qui permet ainsi de combattre ce terrorisme au plus loin de notre territoire national. Le deuxième enjeu principal durant cette année sera d'identifier dans les outils du champ sécuritaire à sa disposition, à notre disposition, la contribution de la DCSD aux feuilles de route nationales et européennes destinées à répondre aux défis migratoires qui se posent à nous collectivement. Contribuer à fixer les populations, aider nos partenaires à contrôler leurs frontières et les trafics d'êtres humains, renforcer le maillage sécuritaire de leur territoire, telles sont les actions menées à la fois dans le nexus développement-sécurité, mais aussi dans le continuum sécurité-défense. La troisième priorité concerne, peut-être un peu plus classiquement, la réforme des systèmes de sécurité de partenaires stratégiquement importants ou d'États fragiles, avec un prisme particulier sur la mise en œuvre des dispositifs de sortie de crise de type DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation, réinsertion. À ce stade sont plus particulièrement concernés la République centrafricaine et le Mali. Cette démarche nous oblige à une approche globale et collective
nous mettant en lien non seulement avec nos camarades des autres directions du quai, mais surtout avec les acteurs et opérateurs du monde du développement. Le projet Les Keringos, porté par la DCSD, en cours de montée en puissance en République centrafricaine, est pour la DCSD le véritable laboratoire d'intégration de leviers divers, sécuritaires, protection civile, voire de formation professionnelle. Cela fait donc pour la DCSD beaucoup de sujets importants à traiter, dans un champ très large et par nature très interministériel. C'est la raison pour laquelle un comité d'orientation stratégique réunissant le ministre des Armées, le nôtre, de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intérieur, devrait se tenir en fin d'année pour valider ces différentes orientations de coopération structurelle. À chaque instant, une femme cherche à rendre le ministère toujours plus efficace. Il s'agit d'Hélène Farnaud-De Fromont, la directrice générale de l'administration et de la modernisation du Quai d'Orsay. Elle a répondu à nos questions. L'événement principal qui m'a marqué cette année, c'est l'attentat du 31 mai dernier à Kaboul, qui a fait que notre ambassade à Kaboul a frôlé la catastrophe. Donc heureusement, les dégâts sont matériels, mais évidemment, ça a été pour la direction générale de l'administration quelque chose de tout à fait important. Alors ce que ça montre, c'est que le quotidien des agents du ministère des Affaires étrangères, c'est aussi cela, c'est-à-dire des événements dramatiques, de la gestion de crise, des terrains extrêmement difficiles, des moments psychologiques également douloureux. Et voilà, ça fait partie également du quotidien d'un agent du ministère des Affaires étrangères. J'ai choisi 0,7. Alors 0,7%, c'est la part des effectifs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans l'ensemble des effectifs de l'État. Donc c'est un petit ministère, ça représente quand même presque 14 000 personnes qui travaillent donc dans le monde entier, à Paris, à Nantes et également dans le monde entier. Et ça montre que ce ministère régalien est un ministère finalement extrêmement agile, puisque avec moins de 14 000 personnes, nous animons le 3e réseau diplomatique et consulaire au monde. 0,7, c'est également la trajectoire pour notre aide publique au développement qui est souhaitée par le président de la République à l'horizon de 2030. Donc 0,7% du PIB français, et c'est évidemment pour nous un indicateur extrêmement important pour notre budget bien sûr et aussi pour toute notre action de coopération internationale et d'aide au développement à travers le monde. Alors, les enjeux principaux actuellement pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce sont des enjeux de modernisation. En fait, de modernisation à la fois de notre gestion des ressources humaines, mais également de notre politique immobilière, de l'ensemble de nos politiques de systèmes d'information. Et c'est évidemment une priorité gouvernementale qui concerne tous les ministères, mais qui pour nous est vraiment transversale sur l'ensemble de nos actions. Donc nous allons poursuivre des actions de modernisation l'année prochaine, et ce que nous espérons évidemment, c'est de continuer à être expérimentateurs, à être à l'avant-garde d'un certain nombre de réformes. La méthode expérimentale est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interdire d'essayer des choses, d'en tirer évidemment un petit bilan, de les ajuster si nécessaire. Quelques cas très concrets. La nomination, il y a un peu moins d'un an maintenant, d'un couple d'ambassadeurs dans un pays de l'Union européenne. C'est tout à fait innovant, c'est extrêmement concluant, puisque nos ambassadeurs concernés ont pu parfaitement bien travaillé cette année, et ça leur a permis bien évidemment de concilier leur carrière professionnelle et puis leur vie familiale, leur vie privée, et c'est un des objectifs bien sûr, cette bonne conciliation de la gestion des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais encore une fois j'insiste sur le fait que c'est une méthode expérimentale qui est importante. Ça correspond par ailleurs à un moment important pour notre diplomatie et pour la façon de faire de la diplomatie que rencontrent toutes les grandes diplomaties au monde, pour s'adapter au mieux aux enjeux internationaux qui bougent très vite, il faut être très réactif, et donc nous souhaitons être en mouvement.
être en mouvement bien évidemment, tester, réfléchir à nos missions, réfléchir à l'organisation de notre travail, à la façon de bien faire les choses le mieux possible, et on ne s'interdit pas a priori des choses tout à fait nouvelles. Quand on n'est pas initié, le langage du Quai d'Orsay peut parfois nous sembler bien mystérieux. Ce mardi, je vous propose de découvrir une expression que vous avez sûrement déjà entendue, ministre plénipotentiaire Quezako. Thierry Vitaud, qui lui-même peut se vanter d'avoir ce titre, nous éclaire. Oui, c'est une expression ministre plénipotentiaire qui peut intriguer parce qu'elle est en fait assez peu usitée dans le vocabulaire contemporain et en tous les cas on la trouve rarement dans les médias actuels. Elle fait référence au milieu diplomatique principalement et elle est très usitée au ministère des Affaires étrangères parce qu'elle y désigne une catégorie d'agents. C'est dans la hiérarchie des employés du ministère, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, la plus haute, celle à partir de laquelle sont choisis en principe les ambassadeurs. Mais pour mieux la comprendre, je voudrais faire un petit peu d'histoire pour vous expliquer qu'elle remonte en fait à toute l'histoire de la diplomatie. Autrefois, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y avait évidemment beaucoup moins d'États qu'aujourd'hui et on avait l'habitude d'envoyer dans les États les plus importants, les royaumes, voire des principautés, des ambassadeurs. Ils étaient assez peu nombreux. Dans les autres États ou entités souveraines moins importantes, on y envoyait des ministres plénipotentiaires. Et cette catégorisation entre ambassadeurs et ministres plénipotentiaires a été en fait codifiée lors du Congrès de Vienne en 1815, qui a mis fin aux guerres napoléoniennes. Et donc on a décidé, les négociateurs ont décidé de qualifier d'ambassadeurs les représentants d'un État souverain dans un autre État souverain qui avait de l'importance, donc en général un royaume. Dans les principautés et d'autres petits États mineurs, des duchés, parce qu'il y avait aussi des duchés souverains, on y envoyait des ministres plénipotentiaires. Pourquoi ministres plénipotentiaires et surtout plénipotentiaires? Ça vient du latin, ça veut dire qui a tous les pouvoirs. C'était donc des personnes qui étaient désignés par leur souverain, qui les envoyait auprès d'une cour étrangère, et il était plénipotentiaire parce qu'il avait le pouvoir de négocier au nom de l'État d'envoi. Donc il y avait des ministres plénipotentiaires tout au long du XIXe siècle dans un certain nombre d'États souverains qui encore, je le rappelle encore, étaient assez peu nombreux à l'époque. Là on a 160, 170 États. À l'époque vous aviez une petite cinquantaine à peine. Ça pouvait être des empires, des royaumes ou des principautés. Donc voilà, on avait l'existence de ministres plénipotentiaires qui jouaient le rôle d'ambassadeur, mais ils n'en avaient pas le titre ni le rang. Cette expression de ministre plénipotentiaire a été conservée au cours du XXe siècle et du XXIe, au point de nommer, encore une fois, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une catégorie d'agents. C'est un corps, il y a plusieurs corps au sein du ministère des Affaires étrangères, les ministres plénipotentiaires étant les plus élevés dans la hiérarchie, avec différents grades, hors classe, première classe, deuxième classe. Et donc cette expression est encore très couramment utilisée chez nous parce qu'elle correspond à une réalité administrative très, très concrète qui, encore une fois, je le rappelle, permet de choisir parmi ces titulaires un ambassadeur pour représenter la France dans la plupart des États du monde, puisque la plupart des ambassadeurs, notamment dans les grandes ambassades, sont des ministres plénipotentiaires. Et ils occupent aussi des fonctions à l'administration centrale, directeurs généraux, voire sous-directeurs pour les plus importants. Alors je voudrais vous citer une anecdote personnelle. Quand je suis rentré au département, au ministère des Affaires étrangères, il y a quelques années, plus d'une trentaine d'années, j'étais affecté à la direction d'Asie et d'Océanie. Je venais de réussir le concours et le collègue un peu plus âgé que moi, un peu plus ancien que moi, me dit, en rentrant d'une réunion, il me dit « le ministre te demande ».
J'étais très intrigué, j'étais à la fois fier, mais surtout très peureux, parce que je me disais, allez voir le ministre, c'est pas possible, il me connaît pas, enfin pourquoi. Il me dit, et je lui dis, mais comment on va chez le ministre? Mais il me dit, mais c'est de l'autre côté du couloir, là. Je lui dis, mais le ministre est là? Il dit, mais non, c'est le directeur. Parce qu'autrefois, encore dans les années 70, début 80, on nommait le directeur d'un service, on s'adressait à lui, on disait « Bonjour monsieur le ministre », parce qu'il avait le grade de ministre plénipotentiaire. Donc on lui disait « Bonjour monsieur le ministre », on ne lui disait pas « Monsieur le directeur ». Alors cet usage s'est perdu, maintenant il est quasiment hors de circonstances. On appelle monsieur le directeur général, madame la directrice générale, mais plus madame le ministre. C'est réservé donc au chef de la diplomatie française. Donc voilà, j'ai gardé cette expérience très vive dans ma tête, dans ma mémoire, et c'est une occasion de la partager avec les auditeurs et les spectateurs. Voilà, vous savez tous, ministre plénipotentiaire. Si vous voulez devenir diplomate, il vous faudra forcément en passer par là. L'Institut diplomatique et consulaire forme depuis 2010 les agents supérieurs du ministère. Nos caméras ont suivi pendant 3 mois ceux qui s'apprêtent à porter la voix de la France à l'étranger. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin. C'est un sentiment de rentrée des classes. J'ai un peu l'impression de jouer le rôle du proviseur qui accueille les nouveaux élèves. En tout cas, c'est la première journée d'un nouveau parcours professionnel que je vous promets riche, varié et passionnant. Il faut vous protéger. C'est fini le monde des bisounours, hein, comme le dit souvent notre ministre. Maintenant, vous représentez l'État français, ici en France, mais aussi, a fortiori, naturellement, à l'étranger. Et ce qui dit représentation de l'État français dit naturellement toute une série d'éléments de discipline, et en particulier en matière de neutralité. Vous êtes tenu par les positions du ministère des Affaires étrangères, donc vos opinions, eh bien, vous devez vous les garder pour vous. Là, il faut faire maintenant très attention hein, avec les Facebook, les Twitter et les autres. Vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes tenu par des règles et il ne faut surtout pas les oublier, sinon eh bien, il va falloir qu'on s'occupe de vous. Et c'est bien dommage, mais enfin bon, il y a toujours une porte de sortie possible. Avec tout ça, bonne chance et beaucoup de bonheur chez nous. Merci. Pourquoi avez-vous fait l'ENA? La raison, le cœur, les tripes. Ah, très bien. La raison? La raison, parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Pourquoi pas? Le cœur, le cœur, parce que le service public. Bien. Et puis les tripes, parce que on m'a dit que j'étais pas capable de le faire. Et voilà. Ça, c'est une belle impro. Ce qui vous libère après pour partir sur la raison. Vous auriez pu trouver une autre idée, les cœurs, les... Vous voyez, on peut puiser toujours dans son vécu, dans son expérience, 3 raisons qui permettent de, non pas de verrouiller un discours, mais de partir sur un discours avec des biscuits dans la poche. Et ces biscuits, on les invente au dernier moment en entendant la question. Plutôt que d'être direct sur le sujet, enfin moi c'est ma politique, pratiquer la politique du détour. Le sujet, il est là. Si je me focalise trop sur le sujet, je vais avoir la tête dans le guidon et je ne vais rien voir. Il y a des situations, vous en choisissez une, vous préparez pendant 10 minutes, vous choisissez et après on met ça en place, vous prenez la parole et peut-être on va faire un peu jeu de rôle
Alors, distribuons les rôles. Donc vous êtes la représentante de la France. Oui. Qui veut être le Britannique? Qui sacrifie pour jouer le Britannique? Donc, Alexandre, vous êtes le représentant britannique. On démarre, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici présents pour discuter d'un éventuel accord entre l'Union européenne et les États-Unis au sujet des droits relatifs à la propriété intellectuelle, puisqu'apparemment il y a un désaccord entre le Royaume-Uni et la France dans le cadre de cet accord. On est un petit peu surpris de cette proposition de l'intervention britannique. Bien évidemment, nous serons extrêmement réticents à réouvrir ce sujet, mais encore une fois, nous ferons preuve d'ouverture et d'analyse si on nous en laisse le temps afin de trouver un compromis sur cette proposition. Je suis très reconnaissant à l'intervention de notre collègue française qui a rappelé que lorsque la France adopte une position dans une négociation, elle n'en change pas. À ce stade, je ne suis pas en mesure de dire que nous serons prêts à négocier. Nous sommes en tout cas en train d'observer, d'analyser la proposition britannique. Je souhaiterais que dans cette enceinte A28, il n'y ait pas de faux procès d'intention. Nous, notre but, c'est un accord équilibré. Nous n'avons jamais dérogé de cette position-là, vous le savez très bien, mon cher collègue. Mais en l'état actuel des choses, c'est vraiment une disposition que nous souhaiterions voir mise entre crochets. Je me contenterai de remercier ma collègue française pour avoir rappelé ses positions avec beaucoup de clarté. Sur le contenu, c'est parfait, hein, vous l'avez reconnu, mais ce qui manque, c'est que pour verrouiller la conduite de ce type de réunion, il faut annoncer d'emblée ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, et de structurer. C'est vraiment ça la grande loi. C'était les poteaux. Je pense qu'on va structurer la vie. On va progresser comme ça. On traverse sous-groupe par sous-groupe. Donc ça veut dire qu'il y a un sous-groupe qui fait ça, ça, et l'autre qui fait ça. Ok. On va traverser sous-groupe par sous-groupe. La rivière en 2 temps. D'abord comme ça, et ensuite comme ça. Pour rejoindre la ferme directement à l'horizontale. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites chez nous? On est des diplomates français, on essaye d'évacuer le pays. Allez, toi tu sors, toi, sors, je vais voir ta tête. Un genou à terre. Je suis diplomate à Paris. Et qu'est-ce que tu fous ici? J'emmène une délégation pour une conférence internationale. Sur quoi? Quel thème? L'économie. Dans ce pays, ouais. Lorsqu'on est au bord du chaos, tu viens faire une conférence sur l'économie, toi? C'était avant que tu me prends pour un lapin de 3 semaines ou quoi? Moi j'ai rien à voir là-dedans. T'as rien à voir là-dedans? Non. J'entends bien, ouais. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Donne-moi une bonne raison de vous laisser partir. Une seule. Si vous le faisiez pas, ça compliquerait énormément les relations que vous voulez établir avec la France et l'Union européenne. Ce que je te propose, tu rentres là-dedans, là, tu discutes avec tes collègues, tu me trouves de l'argent. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Et à ce moment, peut-être je vous laisserai partir. D'accord? Et après, tu tiendras ta promesse aussi. On vous donnera tout ce qu'on a. J'espère bien. Allez, tu rentres, vous faites le point. Et concrètement, en rentrant en France, on pourra relayer auprès de nos autorités votre combat. Une fois que je te l'aurai laissé partir, tu m'oublieras. Tu oublieras ma cause, tu oublieras mon pays, quand tu seras bien monsieur chez toi. Tout le monde verra, si vous nous relâchez, 30 diplomates, alors que c'est un gros enjeu, que vous êtes des gens raisonnables, qui respectez les règles internationales et qui vous êtes fidèles à votre combat. Eh les gars! Il y a quelques montres qui en poste. On ferme la porte. Pour rassurer les gens qui vivent parce qu'ils ont un peu peur. T'inquiète pas, tout va bien. Tant pis pour toi!
Ça va faire un peu mal. Un pull en rap pour la blesser. Moi j'ai un bonnet et un bonnet parce que 40% de la chaleur corporelle s'évacue par la tête. Un pull. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Berlin, aéroport Tegel. Il est 9h20 et la température est de 20 degrés. Ils veulent changer le monde. Empoisonne le climat des relations dans la famille européenne. Une situation si paradoxale, composant d'un côté un euroscepticisme largement répandu et d'un autre la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. Ok, on va dire ça. Mais il y a quand même une différence entre la version allemande et la version française, parce que là tu dis aller au-delà des traités actuels, et nous en allemand on a dit Weiterentwicklung der Europäischen Union. Approfondir. Voilà, approfondir l'Union. C'est plutôt un développement plus avant. Mais approfondir, ça va déjà dans un certain sens. Donc ça veut dire plus d'intégration à la fin. Mais approfondir, c'est pas la réponse aux eurosceptiques. Parce qu'eux, ils veulent pas ça. Adapter, parce que si on peut en mettre comme ça, Oui, mais dans ce cas-là, il faut le préciser, parce que relever ce défi sans préciser quel est le défi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour alléger la phrase, je ferais peut-être le défi de la diplomatie aujourd'hui, c'est de points et... Non, mais l'Europe et la nécessité d'aller au-delà des traités actuels, point, deux points. D'une part, l'euroscepticisme, et d'autre part, la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. Et au-delà des traités actuels. Parce que ça veut dire qu'on peut... c'est vague, c'est parfait. Encore rapport à la tradition allemande. Que vous voulez comme plus? C'était l'échec de la diplomatie et l'avenir de l'Europe. C'était le thème. Ouais, mais c'est catchy. Non, c'est le tien qui vient revenir. Les leçons de 1914 pour la diplomatie d'aujourd'hui. Moi, je trouve bien. C'est bien. Tout relire d'un coup, là. Quelqu'un pour relire? Qui lit? L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas, disait l'écrivain français Paul Valéry. Mark Twain aurait pu ajouter qu'il lui arrive de rimer. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour l'Europe de regarder vers le passé pour construire son avenir. Jusqu'à présent, l'Europe a toujours su répondre aux défis posés par l'histoire. 100 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et avec la disparition des derniers témoins, l'Europe affronte, non, est confrontée à deux grands défis. D'une part, la montée de l'euroscepticisme et d'autre part la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. La tâche des diplomates est d'aider à y répondre. Bravo. On est en train de se congratuler.
là pour prendre les 3 points. Il va falloir se remettre en question. Qu'on est un petit peu déçus, qu'on aurait bien revenir à la maison. On les bien, allez, on ne soit pas venu en Allemagne pour rien. Keep on dying. World, yes. Keep on turning. 'Cause it will not be for long. Will not be for long. And I'm so darn glad he let me come and try it again. 'Cause the last time I lived it was a C'est la fin de ce bulletin. Je vous donne rendez-vous demain à 13 h pour continuer à découvrir ensemble les dessous de notre réseau diplomatique. À demain.